métier, donc la production. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et j'espère que ce que je vais vous raconter va vous intéresser. Parce que je vais parler un peu de moi et puis des projets également sur lesquels je travaille ou des idées de projets en tout cas à venir. Si ça ne vous intéresse pas, en cours, vous partez discrètement, je ne serai pas vexé. Alors j'ai écrit en gros devenir data scientist, puis en petit à 41 ans, parce que voilà, je ne suis pas un jeune comme certains d'entre vous. Mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, en fait, on va le découper en deux parties. Donc j'ai 45 minutes, donc un quart d'heure sur on va dire mon parcours et puis la partie formation que j'ai suivie. Et puis une demi-heure sur les projets, donc les projets sur lesquels je travaille ou sur lesquels je vais travailler. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Alors, j'ai commencé, je vais le faire rapidement, il ne faut pas vous inquiéter, donc, par un diplôme d'ingénieur en sciences des matériaux, donc plutôt orienté chimie, une école sur Nantes, qui appartient au réseau Polytech, et en dernière année, il a fallu choisir une option, j'ai choisi soudage, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait du job à la sortie. C'est pas parce que j'aimais ça. Et surtout, je voulais trouver du job pour ne pas faire l'armée. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un job. Et effectivement, j'ai trouvé un stage. J'étais embauché en suivant en tant qu'ingénieur soudeur. Et du coup, j'ai pas fait l'armée. Donc, premier objectif atteint. À la fin de mon école d'ingénieur, il fallait aussi donc, trouver un stage. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver un stage dans le sud-ouest. Parce que si jamais ils m'embauchent, je serai dans le sud-ouest. Donc j'ai trouvé un stage d'ingénieur soudeur à Artix, ça s'appelait Camom, une filiale de Bouygues Offshore. Malheureusement, changement de direction dans cette filiale, et il fallait que les ingénieurs soudeurs rejoignent le siège social de Bouygues Offshore à Paris. Donc, ça ne m'intéressait plus du tout. Alors j'ai postulé autour de Pau et j'ai trouvé en tant qu'acheteur mécanique chez Turboméca, aujourd'hui appelé Safran Helicopter Engines. Alors pourquoi acheteur méca? En fait, j'étais ingénieur soudeur dans une PME, et dans les PME, l'avantage c'est qu'on peut faire un peu plein de métiers, et je faisais un peu d'achat de produits pour le soudage. Donc j'ai réussi à passer un bon entretien, et ils m'ont retenu. J'ai passé 6 ans aux achats, j'avais un portefeuille de 2000 références de pièces mécaniques, réparties sur une trentaine de fournisseurs. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, les données c'est bien, il va falloir que je m'organise pour réussir à tout faire, quoi. Donc petit à petit, j'ai commencé à essayer de faire des petits logiciels avec Excel pour me faciliter le travail. À la suite de cette expérience, j'ai postulé toujours à Safran Helicopter Engines en tant que contrôleur de gestion sur la partie coût de production des moteurs. Donc les moteurs, en gros, il y a une grosse partie de pièces achetées et une partie moins importante de pièces fabriquées. Et là, le but de la mission, c'était de faire le budget pour chaque production de moteur, en se basant donc sur les achats et la production. Et ensuite, tous les mois, on avait tout un tas de lignes de données à analyser correspondant aux écarts entre le réel et le budget. L'ordre de grandeur, c'était plusieurs dizaines de milliers de lignes par mois, avec pas mal de caractéristiques. Et à ce moment-là, bon, je ne connaissais pas tout ce qui était algorithme et big data, donc là on travaillait avec Access et Excel. Suite à ça, j'ai voulu me former un
peu plus justement dans le monde de l'informatique parce qu'il y avait trop d'inconnus dans ce domaine-là, hein, de par mon parcours. Hein, j'ai pas été amené à faire beaucoup d'informatique. Et j'ai fait un break de 8 mois en conception développement logiciel avec l'AFPA, à Pau. Et pendant cette formation, ben, c'est là où j'ai pu découvrir vraiment ce qui se cachait à l'intérieur, hein, des logiciels. Et puis notamment commencer à apprendre le langage objet que je ne connaissais pas. Et donc en toute logique, juste après, ben, j'ai rejoint le service sécurité environnement. Donc, alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien tout ce qui est lié à l'environnement. Je me suis dit, je postulais dans un service que j'aime bien. Donc, effectivement, ça n'avait aucun rapport avec ma formation. Mais la formation, je l'avais plutôt faite pour moi et d'autres projets que je faisais en parallèle à l'entreprise. Donc, comme on peut le voir, là, aujourd'hui, j'ai 41 ans, donc je suis toujours dans ce service-là. Et depuis octobre l'année dernière, donc j'ai suivi une formation en parallèle donc, du travail de data scientist. Je vais revenir juste après. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça génère? Tout ça, c'est que ben, ça m'ouvre la porte à pas mal de projets hein, que je détaillerai en deuxième partie. Alors pourquoi j'ai voulu aller vers là? Bon, c'est un peu moi. En fait, aujourd'hui, je me sentais un peu oppressé par des grandes sociétés. De par leurs actions sur moi-même, hein, de par la collecte des données qui pouvaient être faites sur ma personne et puis l'exploitation de ces données. Et en fait, je pense que ça a contribué à pousser ma curiosité à découvrir le monde de la data science. Et en fait, en fin 2016, j'ai regardé un peu sur Internet des formations ou des sensibilisations sur le sujet. Et c'est vraiment ça qui a provoqué ce changement chez moi. Et donc, comment j'ai fait ce changement? Donc, en fait, tout d'abord par le biais d'un MOOC que j'ai trouvé sur Internet. Donc, ce MOOC, c'est les fondamentaux pour Big Data, hein, sur FunMOOC. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc, c'était un MOOC qui abordait plusieurs thèmes. Hein, ça allait de l'algèbre au stats, avec le Python et puis un début de machine learning. Et ça se passait sur à peu près 6 à 8 semaines. En gros, il y a besoin entre 2, 4, voire plus d'heures par semaine pour faire et ingurgiter un petit peu ce MOOC. Enfin, en tout cas, en ce qui me concernait. Pourquoi? Parce que je connaissais pas Python, parce que je découvrais plein de choses finalement. Et à la fin de ce MOOC, j'ai continué à apprendre parce que Python, je ne connaissais pas bien, donc j'ai refait un MOOC sur Python, toujours sur FunMOOC. Et sachant que Python n'est pas le seul langage utilisé pour le machine learning, hein, mais c'est un des langages principalement utilisés, et notamment à Safran Helicopter Engine, c'est Python aussi qui est le plus utilisé. Donc pour cela, donc on a Python qui va être utile de par ses nombreuses librairies pour le machine learning. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et l'algèbre et les stats, donc effectivement, le MOOC m'a fait mettre en évidence que j'avais des lacunes aussi en algèbre et stats, et donc j'ai dû racheter des bouquins. Bref. Tout ça m'a permis en fait de préparer un dossier de formation pour suivre une formation avec Télécom Paris Tech, parce que le ISTI ne prenne pas les vieux de 41 ans. Donc, en fait, je cherchais une formation à faire autour de Pau, et quand j'ai cherché, il n'y avait pas. Donc là, j'étais... ça ne m'a pas freiné, je me suis dit, bon, allons voir où il y a une formation. Et il y a deux, trois canaux différents qui m'ont fait orienter vers Télécom Paris Tech. Donc, je me suis renseigné auprès de cette école. Et ce qui était intéressant, c'est que le prérequis pour être accepté à cette formation, c'était d'avoir suivi le MOOC fondamentaux pour Big Data. Donc,
cool, ça c'est ce que j'avais fait. Donc j'ai fait un dossier et donc j'ai été retenu pour participer à une des sessions qui a démarré en octobre 2017 et qui s'est terminée en octobre 2018, donc c'est vraiment tout frais. Je suis un data scientist junior, ou un vieux data scientist junior. Cette formation était très complète, faite par des enseignants-chercheurs de Télécom Paris-Tech en machine learning, avec également des intervenants extérieurs. Il y a justement un data scientist de Deezer qui est venu parler du métier, de l'application de la data science chez Deezer, donc super intéressant. 25 jours, c'est pas beaucoup, et par contre c'était très dense, c'était des sujets qui allaient, donc, qui pourraient tout ce qui était machine learning, depuis l'apprentissage supervisé, non supervisé, à la gestion des bases de données, donc bases de données NoSQL, donc j'y reviendrai juste après, mais également le calcul distribué, la visualisation, donc tout un tas de thèmes en lien avec le métier de data scientist. Et donc en fait, dans le cadre de cette formation, une partie théorie, donc sur on va dire une moitié de théorie, puis une autre partie vraiment pratique, où on avait des TP à faire pendant ces 25 jours. Et à cela s'ajoutait en fait une douzaine de TP qu'il a fallu faire sur l'année d'école et qui rentraient pleinement dans l'obtention du diplôme. Voilà. À la fin de ces cours, qui se sont terminés en juin, il fallait ensuite mettre en application sur un projet pendant 3 mois. Et ce projet, je l'ai trouvé au sein de Safran Helicopter Engines, sur la partie analyse des données de vol des hélicoptères. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc effectivement, les bases de données orientées clé-valeur avec Cassandra, documents avec MongoDB, graphes avec Neo4j. Donc vous l'imaginez en 2 jours, on voit un petit peu tout ça, donc forcément on ne voit pas très bien dans le détail tout ça. Donc MongoDB, heureusement on a eu un TP après à faire très applicatif. Donc mon choix après personnellement a été de rester focalisé déjà sur ce type de base de données, mais ce qui était important aussi, c'est de savoir ce qui existe, et après dans le métier de data scientist, et en fonction de où on le fait et pourquoi et pour qui, et on va approfondir les compétences nécessaires. En termes de machine learning, donc, on a vu plein d'algos, que ce soit les KNN, donc les plus proches voisins, au support vector machine, random forest, réseau de neurones. Donc on a vu la théorie et on a mis en pratique, sur la base de jeux de données libres d'accès, etc. Pour le machine learning, après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Il y a différents profils dans la salle, mais en gros, voilà, on part d'un dataset, et puis on va traiter ces données, les découper, on va dire, on a une partie d'apprentissage pour l'algorithme, et qu'on va ensuite appliquer sur des données vierges, pour voir si ça se comporte comme ça doit se comporter. Et on mesure un score. Alors j'espère que vous n'attendiez pas beaucoup de théorie. C'est un loup. Bon, non. Il y a des meet-ups où il y a beaucoup de théorie, moi. Ok, et on a effectivement abordé aussi ce qui était relatif au big data. Là, il y a encore beaucoup à apprendre, pour ma part. C'est tout ce qu'on a fait, on le faisait tourner sur nos PC, donc on n'était pas dans le cadre du big data. Mais on s'est appuyé sur certains logiciels et de concepts clés pour le big data, comme MapReduce par exemple. Alors, on a utilisé Spark également, pour le calcul distribué, peut-être que certains connaissent. Bref, là c'est pareil, on a eu une couche, mais il faut vraiment approfondir et puis avoir, suivant les projets, déjà la structure, le cloud adapté, ou alors
les services de certains grands du domaine, Amazon par exemple. Donc, je vous redonne une définition. Data scientist, en fait, c'est quoi? Bon, je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai trouvé, je la trouvais bien, je l'ai prise. Donc, data scientist, c'est un expert de la gestion et de l'analyse pointue des données massives. Je ne vous apprends pas grand-chose, je pense. Donc, il détermine à partir de données multiples et dispersées des indicateurs permettant la mise en place d'une stratégie répondant à une problématique. Il est donc spécialisé en statistique informatique et connaît parfaitement le secteur ou la fonction d'application des données analysées. Donc, l'intérêt de faire la formation à 41 ans, c'est que dans la partie connaître les secteurs ou fonctions d'application, ben ça on l'a à peu près. Après, il reste le reste. Quand même. Donc, pour les jeunes, par contre, vous allez sortir, vous serez super à l'aise là, mais la problématique, ça va être de bien comprendre les secteurs pour lesquels vous allez appliquer la data science. Donc, c'est vrai que le parcours d'un data scientist va être, ça va être important de bien s'imprégner des métiers pour qu'il ait vraiment la valeur ajoutée attendue. C'est ça qui fait vraiment la différence avec peut-être un data analyst, mais voilà, le data scientist, il doit avoir l'ensemble de ses compétences. Je vous rassure, moi, je n'ai pas encore tout ça. C'est en acquisition, quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie, ou peut-être après la présentation. Après. Ouais. Donc, en fait, c'était la première partie où j'ai décrit donc mon parcours, le métier, la formation. Et en fait, tout cela, ça me génère en tout cas plein de nouvelles idées d'application, en tout cas autour du machine learning. Donc je reprends un petit peu où j'en étais là. Donc je suis là pour le moment, je saute, je ne sais pas où. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que à ce moment-là, quand j'étais donc ingénieur soudeur, on m'a dit tu vas être muté à Paris. Moi, je voulais pas. Et on a convenu d'un licenciement. Et puis, parce que je ne voulais pas partir là. J'ai connu un mois de chômage, et après j'ai trouvé à Turboméca. Et pendant ce mois de chômage, en fait, m'est venue une idée, c'était de faire un site web pour savoir tous les événements qu'il y avait à faire autour de l'endroit où on se situe. Il y avait plein de choses à faire, mais moi j'arrivais dans la région, je venais d'arriver dans la région, et à chaque fois j'apprenais les événements à faire quand ils étaient passés, quoi. C'était pas génial. Donc je me suis dit, je vais travailler sur un site qui va permettre de répertorier les événements, et comme ça je saurai ce qu'il y a à faire. Bon, le problème c'est que j'étais embauché à Turboméca, et du coup l'idée elle est restée là, et j'ai pas pu la développer. Plus tard, cette idée je l'ai jamais abandonnée en fait. J'ai rencontré donc des super collègues à Turboméca, et on a monté une association qui s'appelait l'Asso qui bouge. Et on a monté donc le site web quibouge.fr, toujours autour de cette idée. Et dedans, on pouvait trouver des événements qu'on saisissait et qui permettaient de trouver ce qu'il y avait à faire autour de l'endroit où on habitait. Donc, j'ai commencé à répondre un peu à mon besoin. Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à suivre cette formation informatique, finalement. Cette formation faite, on a continué à faire vivre l'asso et on l'a clôturé il y a maintenant 2 ans. Mais j'ai gardé l'idée de continuer qui bouge. Et cette année, en fait, j'ai monté une société qui s'appelle Antarababa, qui est dur à dire, mais c'est exprès. Dont une des missions, ça va être de déployer l'appli qui bouge, qui est aujourd'hui en fait en ligne depuis l'été dernier, et qui est toujours autour de la même idée, c'est de trouver les événements à faire autour de l'endroit où on est. La grosse différence, c'est que maintenant, j'ai plus besoin de la saisir, c'est qu'on vient
prendre en automatique toutes les données qui sont saisies par tous les offices de tourisme. Donc ça s'auto-alimente et on est bien renseigné sur des événements à faire. Il n'y a pas tout, parce qu'on est au début du projet, mais voilà, ça c'est un projet de Antarabava. Alors j'en parle pourquoi? Parce que dans les projets que je vais décrire juste après, je vais introduire ces notions-là. Donc, je pense que je vais avoir encore une petite demi-heure. Donc, on va aborder plusieurs cas d'utilisation de la data science par rapport à des projets soit déjà faits, soit en cours ou à venir. Donc, rapidement, je vais parler de classification, de NLP pour Natural Language Processing, Text Mining, système de recommandation, OCR et clustering. C'est beaucoup de choses, donc forcément, je ne vais pas dire grand-chose sur chacun. Désolé pour ceux qui voulaient beaucoup de détails. Alors, pour démarrer, je vais parler de classification. Donc en fait, là, dans le cadre de Safran Helicopter Engines, j'ai fait un projet donc pour la fin de la formation, projet qui était cet été, de juin à septembre, qui était donc l'analyse des données des vols d'hélicoptères. Donc en gros, pour chacune des missions des hélicoptères, on enregistre par le biais d'un boîtier des données de vol. Et en fait, toutes les secondes, on a une soixantaine de paramètres d'enregistrer. On a également des données hélicoptères qui sont enregistrées, comme l'altitude, les températures extérieures, etc. Donc mon projet, c'était de partir de ces données brutes pour essayer de classifier les différentes missions en disant, pour ce type de mission, c'est nominal, où il n'y a pas de problème apparent. Par contre, sur ces missions-là, il y a un début de quelque chose, il faut analyser plus en détail. L'idée, c'était d'arriver à aider les experts à cibler les missions à éplucher en termes d'indicateurs de santé. Donc pour cela, j'ai fait non seulement de l'apprentissage supervisé et non supervisé, sur la base des données brutes, donc des données collectées. Et après, l'idée c'était d'étiqueter automatiquement les missions, parce que les missions ne sont pas étiquetées, donc c'est un peu compliqué de faire la détection d'anomalies quand on n'a pas d'étiquetage du tout. Enfin, dans mon cas en tout cas. Donc l'idée a été donc d'étiqueter automatiquement les missions et puis de faire également donc de la détection d'anomalies avec un One Class Support Vector Machine et Isolation Forest. Et en fait, la finalité de tout cela a été que j'ai pu faire des prédictions, on va dire, sur les classifications des missions qui avaient un sens. C'est-à-dire le projet n'est pas fini, mais cela avait un sens de par la courbe de Rock. Et l'idée d'après, c'était d'utiliser d'autres techniques pour analyser plus finement, on va dire, les missions identifiées. Donc s'il y avait une mission dite à surveiller, dans ce cas-là, on pouvait appliquer ce qui s'appelle le Dynamic Time Warping pour étudier plus en détail l'intérieur d'une mission. Alors, pourquoi et comment? On a des hélicoptères, pas tous, mais qui ont 2 moteurs. Donc en fait, le Dynamic Time Warping, c'est pour regarder les séries temporelles, comparer des séries temporelles. Et là, chaque moteur fournit au même moment des données, et si tout se passe bien, il doit fournir à peu près les mêmes données. Donc l'idée, c'était d'utiliser ce Dynamic Time Warping pour voir s'il y a des dissimilarités le long du vol, et peut-être là mettre l'accent sur ce moteur en question. Donc voilà, en 2 mois et demi, j'ai pas pu aller au bout de tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que le data scientist il est là aussi pour explorer des nouvelles approches et puis pour recouper donc des infos par le biais de différentes méthodes.
NLP, donc pour Natural Language Processing. Alors là, le cadre d'application, il va être double. Hein. Il y a dans le cadre de Safran et également dans Tarababa. L'idée, c'est de mettre en place un chatbot. Donc, le chatbot, aujourd'hui, je ne sais pas encore le faire, mais voilà, ma formation maintenant me donne envie d'apprendre encore d'autres choses. Okay. Donc, là, l'idée, c'est de mettre en place un système automatique de discussion pour améliorer l'expérience utilisateur, par exemple, pour les intranets. Donc, sur l'intranet Safran, on trouve tellement d'infos qu'au final, à force, on ne trouve plus rien, quoi. Donc l'idée, c'est d'essayer de proposer une autre solution. Et le chatbot peut en être une. Donc l'idée, c'est de faire un projet dans le cadre Safran sur la mise en place d'un chatbot sur ce sujet-là. Mais également pour en Tarababa, faire un chatbot pour plutôt faire une sorte de question-réponse en dépluchant des données dans une grande base documentaire. Donc ça, j'en dis pas plus parce que c'est pas encore, c'est un peu confidentiel pour le moment. Donc pour les technos à utiliser ici, il peut y avoir les réseaux de neurones et en bibliothèque Python, TensorFlow par exemple, pour ceux qui connaissent. À savoir que pour mettre en place un chatbot, il y a aussi des façons plus simples, plus rapides pour en mettre avec des outils proposés par Facebook, hein, donc, en s'appuyant sur Messenger. Donc ça marche bien, mais dans un cadre plus limité. Peut-être un chatbot pour faire des réservations de restaurants, mais dans ce cas-là, on définit bien les questions, et enfin, c'est très... Ça marche bien, mais ça dépend des usages qu'on va en faire. Alors ensuite, pour tout ce qui est fouille de texte, donc c'est un peu les mêmes technos, hein, mais l'idée c'est, pareil, dans le cadre Safran, ça peut être sur le biais d'enquêtes qui pourraient être faites auprès de l'ensemble des salariés Safran. Donc là, à ce jour, on va approcher les 100 000 personnes, je crois. Pouvoir collecter les avis puis les analyser d'une manière automatique. Donc on peut penser à différentes enquêtes sur lesquelles justement il y a du texte, quoi, et qui peuvent poser des complications pour une analyse. Donc là l'idée c'est de pouvoir analyser en faisant une reconnaissance des mots et des types de mots, hein, donc savoir si c'est des noms communs, des verbes, des adjectifs ou des déterminants, et après pouvoir les interpréter. Donc en application, on peut penser à ces analyses automatiques de commentaires, ou faire des résumés de texte aussi, ça peut être intéressant, ou également répondre à des questions spécifiques. Ça, je passe. Pour cette partie-là, donc là, on va plutôt se plonger dans le projet qui bouge, hein, que j'ai décrit tout à l'heure. Et comment on peut utiliser de la data science aussi sur ce projet-là. Donc je vais parler de deux applications possibles. La première, ça peut être un scan d'affiches d'événements. Hein, donc on peut imaginer, là sur Kibouge, on va trouver des événements. Aujourd'hui, on collecte automatiquement déjà tout un tas d'événements par le biais des offices de tourisme, mais on peut imaginer une asso qui veut mettre son événement sur l'appli. L'idée, c'est de lui simplifier aussi la saisie dans l'outil, parce que c'est pas le plus intéressant, et elle a peut-être déjà fait ça sur 4 autres outils. Donc là, clairement, le cas d'usage, ça peut être de scanner, prendre en photo la fiche, hein, et que l'utilisateur puisse définir juste sur la fiche, ça c'est le lieu, ça c'est la date, et puis ça c'est le nom, et que ça puisse reconnaître finalement les caractères textuels de la fiche. Tout ça permettant ensuite d'alimenter la base de données relative à l'application qui bouge. Donc pour cela, on se base sur l'Optical Character Recognition. Désolé pour l'anglais, hein. J'ai un accent très...
Et donc avec des bibliothèques Python à utiliser. Alors je vous parle que de Python parce que malheureusement je ne connais pas tous les autres langages, hein, mais OpenCV ou PyTesseract. Voilà. Et l'idée c'est de, voilà, sur la base de zones scannées étiquetées, de pouvoir renseigner cette base. Là c'est un petit exemple, hein, on peut imaginer une affiche, on la scanne, on dit ça c'est le quoi, ça c'est le où, ça c'est le quand, et puis ça rentre. Un autre usage des data science, c'est qui bouge, c'est pour mettre en place un système de recommandation. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui vous parle aussi. On parle souvent de recommandations pour vendre des produits, pour d'autres usages, mais là, c'est des recommandations pour proposer des événements qui collent à vos personnes. Si vous détestez le rugby, vous n'avez peut-être pas envie de voir que des événements de rugby. Si vous aimez la musique, vous aimeriez bien voir plein de types de musique. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir... Alors, premièrement, c'est collecter les données, donc ça, c'est ce sur quoi on travaille pour le moment. Mais ensuite, c'est pouvoir faire des recommandations par rapport à vos habitudes, vos usages, pour que vous ne passiez pas à côté des infos qui vous plaiseraient le plus. Donc là, le point important qu'il faut prendre en compte, hein, c'est collecter les données personnelles. Donc, qui dit données personnelles dit la réglementation RGPD, qui est un passage obligé, hein, avant de faire quoi que ce soit, et surtout dans ce cadre-là. Aujourd'hui, l'appli qui bouge, en fait, elle se présente un peu comme celle-ci. On se connecte, donc ça, avec la géolocalisation, ben ça nous dit où on est, et ça propose les événements à venir dans un périmètre donné. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation des données personnelles, hein, pour alimenter tout cela. Par contre, demain, l'idée, c'est de proposer donc, un algorithme qui ciblera. Alors, pour terminer la partie projet, donc en fait, là je vous parlais de clustering, et un sujet un peu particulier. Okay, donc là c'est dans le cadre d'Antarababa. Dans le cadre d'Antarababa, en fait, donc, comme j'ai dit, ça veut dire état mental intermédiaire. En fait, Antarababa, ça vient du sanskrit, hein, et ça traduit un état entre deux états. En gros, entre la vie et la mort, c'est l'état entre la vie et la mort. Et on va dire le fondement de cette société, c'est de travailler sur un projet à terme qui sera sur la base de la collecte des données de chaque personne, de leur proposer, entre guillemets, un avatar avec l'intelligence ou une intelligence découlant de l'expérience de la personne. Donc, c'est encore, voilà, il y a beaucoup de chemin à parcourir pour arriver jusque-là, mais on va dire que toutes les technos existent pour pouvoir faire quelque chose dans ce domaine. Il y a beaucoup de freins à un tel projet, c'est pourquoi les gens vont commencer à penser à leur mort alors qu'ils sont vivants et puis il y a autre chose à faire que de penser à la mort, quoi. Donc, pour arriver à ce chemin, l'idée c'est aussi de pouvoir collecter maintenant des données qui serviront, on va dire, pour demain, mais qui peuvent servir aussi aujourd'hui. Donc là, l'idée pour parcourir ce chemin, c'est clairement de poser des questions aux gens, en gros sur des sujets notamment de vie politique, pour faire des clusters d'opinion et puis remonter, on va dire, des grands courants d'opinion. Alors, pourquoi ? Ben, on voit qu'aujourd'hui, la vie politique, en France notamment, hein, il y a des grands partis qui vont un peu dicter leur façon de penser, et puis à un moment, il faut que tu fasses un choix en votant, et puis tu t'y retrouves pas forcément. Bon. Ça vous parle ou pas? Bon, ça me parle, hein, c'est pour ça que j'essaie de réfléchir à comment on peut voir les choses un peu différemment. Et là, l'idée, c'est en se disant, bon voilà, on veut un pays pour lesquels on va œuvrer pour
une bonne santé pour tout le monde, pour du bonheur pour tout le monde, et pour de l'éducation pour tout le monde. Donc ça, c'est les grands axes. Et après, concrètement, ben, comment on peut faire? Donc, en posant des questions et en sondant les gens comment ils verraient les choses, on collecte tout ça et on fait des clusters. Et de par ces clusters, on voit s'il y a des courants qui émergent. Et de ces courants-là, essayer d'identifier des personnes prêtes à défendre ces courants-là. À savoir que c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer, mais c'est bien que tout le monde n'ait pas le même poids. Parce que certains, enfin tout le monde a un avis sur tout, mais c'est bien d'avoir une expérience pour que l'avis donné ait un peu plus de valeur. Donc l'idée à mettre en place, c'est que les avis seront pondérés par la confiance donnée par les tiers dans la parole de la personne, mais également par le cursus de la personne par rapport au domaine concerné. Donc ça peut être la formation suivie ou l'expérience personnelle suivie. Et tout ça permettra donc de faire des groupes de pensée qui collera ou pas avec les courants politiques existants, ou pas du tout, hein, on verra. Et au moins ça aura un impact dans le vivant, c'est-à-dire on collecte de la donnée pour un usage dans le vivant. Et là on s'en fout de savoir quelle personne dit ça, c'est vraiment les clusters qui nous intéressent. Ok? Donc, et de là en fait, attention ça fait mal aux yeux parce que c'est moi là, je t'ai bronzé. L'idée, ben voilà, on colle. Enfin, je crois que je ressemblais, et voilà. Alors, l'idée, ben voilà, c'est de collecter de notre vivant tout un tas de données qui sont utiles pour un réel usage, hein, mais en même temps, ben, de nourrir notre futur moi, finalement, avec toutes ces données collectées qui seront forcément, qui évolueront tout au long de la vie, hein, c'est-à-dire je peux avoir un avis un instant T, mais 10 ans plus tard, ça sera un avis totalement différent. Mais tout ça, ça va nourrir, on va dire, mon moi. Et l'idée ultime, ça serait ben, le jour où je disparais, ben, que toutes mes connaissances, tout mon big data personnel, puissent en fait interagir avec ceux qui vont rester et qui veulent continuer à communiquer avec moi. Voilà. Donc, on peut parler de vie après la mort ou d'état intermédiaire. Voilà, c'est un projet un peu bon, qui sera un peu compliqué à mettre en place, hein, je pense. Hein. Il y a qui bouge, c'est un peu plus simple. Hein, mais l'idée, voilà, c'est d'utiliser aussi toutes ces technos par rapport à des rêves qu'on peut avoir, hein, pour essayer de les transformer. Hein, donc la techno en soi, c'est rien, mais c'est ce qu'on peut en faire qui devient intéressant. Je ne rentre pas plus dans le détail. Hein. Voilà. Donc, petite conclusion. Donc, ben, ne subissez pas la data science. Mais prenez-vous aussi votre envol. Voilà ma présentation. Merci.